À quelques jours du second tour de l'élection présidentielle en Turquie, quel bilan politique et économique peut-on tirer des deux mandats présidentiels de Recep Tayyip Erdogan? Qui est précisément son rival Kemal Kılıçdaroğlu et quels sont les enjeux de ce scrutin? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Didier Billon. Bienvenue sur Mizzen TV. Bonjour Monsieur Billon. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, docteur en sciences politiques et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Vous avez été le rédacteur en chef de la revue internationale et stratégique, et vous êtes notamment l'auteur du livre La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. Pour discuter de ces élections turques, nous avons également le plaisir d'accueillir Selçuk Demir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et président de l'Alliance des juristes franco-turcs. Vous nous donnerez notamment un aperçu de la manière dont les Turcs et les franco-turcs vivent cette élection. Alors avant d'aborder le second tour, un mot si vous le voulez bien sur le premier tour. Je rappelle les résultats. Donc Erdogan a remporté 49,5% des suffrages au premier tour et Kemal Kılıçdaroğlu, son principal rival, 45%, avec en troisième position Sinan Ogan qui a remporté 5% des voix. Signalons aussi un taux de participation de 88%. Alors, ma première question sera de s'interroger sur ces résultats. Donc, que nous disent ces résultats? Les chiffres sont-ils en hausse ou en baisse par rapport à la précédente présidentielle turque? Didier Billon. Bien, la précédente élection présidentielle, Recep Tayyip Erdogan, qui était déjà à l'époque, en 2018, le candidat sortant, avait remporté ces élections présidentielles dès le premier tour, avec un petit peu plus de 52% des suffrages. Donc cette fois-ci, il y aura deux tours. Comme vous l'avez rappelé, son score affleure les 50%, puisqu'il est à 49,5% des suffrages. Il me semble qu'il part avec une dynamique plus positive que son principal adversaire, M. Kılıçdaroğlu, pour ce deuxième tour. Mais enfin, attendons dimanche soir pour avoir des certitudes sur l'issue finale de ce scrutin présidentiel. Donc, il y a un léger recul de la part du candidat sortant Erdogan, du président sortant et candidat M. Erdogan. Il l'a d'ailleurs lui-même souligné, parce qu'il y a eu aussi le même jour des élections législatives, et lors de ces élections législatives, son parti a connu un léger recul. Pour autant, l'alliance que M. Erdogan dirigeait a la majorité absolue au Parlement, puisque là, nous avons les résultats définitifs, dans le sens où les législatives en Turquie ne se déroulent qu'à un tour. Donc il y a une petite incertitude sur l'issue du deuxième tour, mais très honnêtement, je pense que le candidat Erdogan est en situation de dynamique positive. Alors d'autant que depuis quelques jours, il y a eu de nombreuses tractations. Nous savons par exemple que le troisième homme, M. Sinan Ogan, qui a fait un peu plus de 5% des suffrages, s'est rallié à M. Erdogan. Mais nous savons aussi que M. Sinan Ogan, en fait, était à la tête d'une coalition de petits partis très nationalistes, on peut les définir ainsi, et qu'un des partis de cette petite coalition s'est rallié pour sa part à M. Kılıçdaroğlu. Donc on est dans une situation politique un peu compliquée, mais pour ne pas rentrer dans tous les détails, je pense que ce qui est important, c'est de souligner les dynamiques qui sont à l'œuvre. Celle-ci, encore une fois, est clairement en faveur de M. Erdogan, je pense. Et puis, je souligne aussi, et c'est très important, c'est que le taux de participation, vous l'avez rappelé, il est de près de 89%, c'est exceptionnel. Alors, c'est plus que les précédents suffrages présidentiels? Oui, c'est 2%, de mémoire, c'est 2% de plus de participation. Nous savons que dans tous les scrutins électoraux, il y a une très forte participation en Turquie. Et là, je pense que des records ont été battus, ce qui prouve qu'il y a eu une véritable mobilisation des citoyens turcs, du corps électoral. Alors, selon les choix, évidemment, ils se sont portés sur des candidats différents, mais c'est aussi la preuve d'une dynamique, d'un dynamisme de la société turque. Et je souligne une chose pour terminer, c'est qu'on avait vu de nombreux titres dans la presse française induisant que la Turquie était une dictature. Alors on peut considérer, mais peut-être va-t-on en discuter, que c'est un régime autoritaire, c'est un régime où les libertés démocratiques fondamentales ne sont pas toujours respectées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qu'il faut admettre, c'est que c'est tout sauf une dictature, parce que je ne connais aucune dictature dans le monde où il y ait
des résultats aussi serrés pour un deuxième tour, ce qui prouve qu'il y a une véritable vie démocratique et un intérêt pour la chose politique au sein de la population turque. C'est ce qui me paraît très important. Selçuk Demir, donc on disait 98% de taux de participation en Turquie, donc c'est un chiffre vraiment près de 89%, précisé Didier Billon, donc un chiffre très élevé. Un deuxième tour pour cette élection présidentielle. La démocratie turque, la démocratie électorale turque est en bonne santé pour vous. Cette dynamique, est-ce que c'est le signe d'une dynamique qui s'inscrit sur un temps relativement long du point de vue électoral, selon vous? Alors, on peut toujours trouver à redire sur la situation de telle ou telle démocratie, et évidemment que concernant la Turquie, tout n'est pas parfait. Sauf que, comme le notait M. Billion, la participation est très importante, elle est historique. Je note en outre que les conditions du scrutin ont été plutôt paisibles, qu'on n'a pas eu d'incident majeur, et que, contrairement à d'anciennes échéances électorales, il ne semblerait pas que l'opposition pointe des irrégularités manifestes et importantes, ce qui montre bien que, peu ou prou, le résultat a plutôt été accepté, même si, suite au premier résultat dimanche dernier, on a eu quelques balbutiements, mais de façon générale, on peut dire que le scrutin s'est plutôt bien placé, dans des conditions plutôt paisibles, et que les contestations sont quand même très largement limitées. Alors, le résultat a été analysé comme étant plutôt une surprise de la part des rédactions et analystes occidentaux qui s'attendaient dans leur majorité à ce que Erdogan soit vaincu, ou du moins qu'il soit mis en difficulté. Certes, les résultats sont moins bons pour Erdogan que lors des précédentes échéances, notamment présidentielles. C'est une réalité mathématique et donc il y a un recul assez sensible, notamment concernant les résultats des présidentielles. M. Billion l'a indiqué tout à l'heure. Mais néanmoins, malgré les problèmes économiques importants, malgré l'inflation galopante et qui touche vraiment très durement le pouvoir d'achat des Turcs, malgré la pression migratoire dans le pays qui atteint un niveau quand même très sensible, malgré la catastrophe qu'a représenté le séisme, Erdogan tient plutôt bien. Et notamment à l'Assemblée nationale, avec la coalition qu'il a avec le MHP, tient en tout cas la majorité dans cette assemblée. Ce qui montre bien que, alors qu'on s'attendait à un écroulement ou du moins un net recul, l'électorat turc, plutôt dans sa majorité, pour l'instant relative, penche plutôt du côté d'Erdogan. Alors, les perspectives du second tour. Alors, on y reviendra si vous voulez, Monsieur Demir. Je voudrais, avant qu'on y arrive, je voudrais qu'on tire un pré-bilan ou un bilan politique, économique d'Erdogan après donc 2 mandats présidentiels déjà. Donc, donc ce sera une double question. Quel bilan peut-on tirer justement politique économique spécifiquement d'Erdogan? Et deuxième sous-question, qu'est-ce qui a mobilisé? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'éléments qui ont mobilisé à la fois l'électorat d'Erdogan et celui de Kılıçdaroğlu, Didier Billon? Alors, monsieur Erdogan, soit en tant que président, soit auparavant en tant que Premier ministre, en fait, est au pouvoir depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, il y a déjà une première leçon à tirer, c'est que un homme politique, quel que soit le pays où on se trouve, dans un pays où il y a une compétition électorale réelle, c'est le cas en Turquie, qu'il puisse se maintenir au pouvoir pendant 20 ans sans connaître de phénomène d'usure ou un léger phénomène d'usure est déjà très important. Je ne connais pas beaucoup d'exemples dans le monde où on puisse faire le même type de remarques. Alors, évidemment, il y a des États où des chefs d'État se maintiennent plus de 20 ans au pouvoir, mais dans des conditions totalement antidémocratiques. C'est le cas des dictatures. Alors, on a établi précédemment que ce n'était pas le cas en Turquie, qu'on ne peut pas la qualifier de dictature. Ça, c'est la première remarque. Et donc, effectivement, Selçuk Demir disait que
nombre d'analystes ou de commentateurs occidentaux donnaient son principal concurrent, M. Kılıçdaroğlu, vainqueur, ou en tout cas en tête d'un hypothétique deuxième tour, se sont trompés. Mais j'insiste aussi sur le fait que la plupart des instituts de sondage turcs, pas occidentaux, turcs, dans les jours qui précédaient le premier tour, donnaient une configuration où soit M. Kılıçdaroğlu était élu au premier tour, soit il y avait un deuxième tour, mais il était en tête. Donc tous ces pronostics ont été déjoués, ce qui prouve une fois de plus qu'il faut décidément se méfier des instituts de sondage. Mais pour aller plus loin, le bilan de ces plus de 20 ans de pouvoir de M. Erdogan, ça dépend des niveaux où on se place. Mais tout d'abord au niveau économique. On a évoqué précédemment la situation économique qui prévaut en Turquie depuis maintenant environ 4 ans, qui est très très préoccupante. Seljuk Demir l'a rappelé, une inflation galopante, un taux de chômage important, une dépréciation de la lire turque d'environ 200% par rapport à l'euro en 4 ans. Donc tout ça est très inquiétant. Et clairement, une partie des classes populaires, mais aussi des classes moyennes turques, souffrent de cette situation. Est-ce que c'est dû à un environnement régional ou est-ce que ce sont une mauvaise gestion économique endogène à la Turquie? Les deux à mon avis. C'est qu'évidemment, il y a l'environnement régional. Il y a un aspect évidemment très important, le fait que la Turquie est une économie moderne, donc qui est avide d'hydrocarbures. Or, la Turquie ne possède pas d'hydrocarbures. Alors certes, il y a eu tout récemment des découvertes d'hydrocarbures en mer Noire, mais dont on ne connaît pas à ce jour l'importance, la facilité d'exploitation. Donc c'est une possibilité très positive, mais pour l'instant on ne peut pas en parler de façon plus précise. Donc ça veut dire que la Turquie dépend de l'extérieur, de la Russie, de l'Iran, de l'Irak et de quelques autres pays pour son approvisionnement en hydrocarbures. Or nous savons que depuis 3-4 ans, à minima, il y a des cours totalement erratiques du prix, du coût des hydrocarbures. Donc évidemment, ça grève considérablement les deniers publics turcs. Ça, c'est un élément. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a aussi des défis structurels qui existent dans l'économie turque. Donc là, c'est les facteurs endogènes. Nous savons que l'économie turque a connu des taux de croissance exceptionnellement hauts dans les années 2009, 2010, 2011. Chaque année, c'était des taux de croissance d'environ 10%. Et ça, je pense que les électeurs turcs aujourd'hui, qui subissent les effets de la crise, se souviennent quand même qu'en 20 ans, les progrès économiques de la Turquie ont été considérables. Donc sur 20 ans, c'est des progrès incontestables et je pense que personne ne peut les contester. Et puis, on a une conjoncture depuis 3-4 ans qui est là plutôt mauvaise. Mais l'électeur turc ou les électeurs turcs raisonnent sur les 20 ans de pouvoir de l'AKP, le parti de la justice et du développement de M. Erdogan, et donc du bilan de son principal chef, M. Erdogan. Alors, il y a d'autres aspects, et peut-être ça a aussi beaucoup compté pour comprendre ce résultat de premier tour, c'est la place de la Turquie au niveau international. Moi, je suis de ceux, c'est le titre du livre que vous avez eu l'amabilité de rappeler, la Turquie, un partenaire incontournable, c'est-à-dire que sur le champ des relations internationales, notamment dans la région, Moyen-Orient, Caucase, mais pas uniquement, avec l'Union européenne, même si c'est infiniment compliqué, dans ses relations avec les États-Unis, avec la Russie, ses initiatives marquantes en Afrique subsaharienne, tout ça montre que la Turquie a su, au cours de ces 20 dernières années, s'imposer comme un pays qui comptait. Elle fait partie du G20, par exemple. Et donc, ça aussi, ça a dû compter. C'est-à-dire que nombre d'électeurs ont considéré que, grâce à M. Erdogan, la Turquie avait su se hisser au niveau des États les plus importants, avait su se faire respecter par un certain nombre d'interlocuteurs et de partenaires. Et ça, évidemment, c'est à mettre à l'actif du bilan de M. Erdogan sur une vingtaine d'années. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement sur 3-4 ans. Alors par contre, et là c'est plutôt l'aspect négatif, c'est que je considère pour ma part qu'il y a un climat plutôt liberticide. Alors c'est paradoxal parce que les élections, a-t-on dit, et je suis d'accord avec Seljuk Demir, se sont déroulées dans des conditions de transparence satisfaisantes. Il y a peut-être eu, à
tel ou tel endroit des fraudes. Le temps de parole était, parce qu'on entend souvent, bon, je profite, hein, parce que j'avais une question là-dessus, mais bon, on peut en parler tout de suite. Les opposants à Erdogan lui reprochent souvent une inégalité du temps de parole dans le débat public et en trame de fond de cette critique, le contrôle politique des médias, enfin une influence importante. Je crois que RSF, Reporters sans frontières, parlait 80% des médias. Bon, vous me direz si c'est vrai ou enfin si c'est juste ou pas. Donc cette critique donc elle n'a pas eu lieu pendant ce scrutin. C'est ce que vous dites, Monsieur Billon? Si, justement, c'est ce que j'allais dire. Vous me devancez. C'est que là, on a un problème. C'est que il n'y a pas équité des temps de parole qui ont été attribués aux candidats. Alors, je ne sais pas si c'est 80% des médias qui sont aux mains de partisans plus ou moins proches de M. Erdogan. Ça ne veut pas dire que ce sont des radios d'État, mais ce sont des proches de Erdogan, des relations politiques, des gens qui sont favorables à l'AKP, qui, au cours des dernières années, ont racheté une partie des médias. Y compris même dans la télévision publique, la TRT, les temps de parole ont été très inégaux. Bon, ça a pu compter, je n'en disconviens pas. C'est là un des points noirs de la situation qui existe. Et puis nous savons, et j'arrête là parce que je voudrais pas être trop long. Oui, on donnera la parole à Monsieur Demir. Oui, il aura le temps de s'exprimer. J'y compte bien. Et je pense aussi que depuis la tentative de coup d'État du mois de juillet 2016, eh bien, il y a eu une restriction des libertés démocratiques. Il y a eu de très nombreuses, des dizaines de milliers d'arrestations. Il y a eu beaucoup de procès. Donc, on est dans une situation où on est dans une démocratie autoritaire. Ça pourrait sûrement être le meilleur des termes, ou une démocratie libérale, comme on le dit fréquemment. Donc, je veux dire, tout n'est pas parfait, bien loin de là. D'accord. On peut formuler des critiques et il faut le faire, mais pour autant, si 49,5% des électeurs se sont portés sur Erdogan, c'est qu'ils considéraient que celui-ci était capable de défendre les intérêts de la Turquie. Il faut le Très bien, merci Didier Billon. Donc Selçuk Demir, d'abord sur ces conditions électorales, donc sur le temps de parole et le traitement médiatique accordé, l'espace médiatique accordé à tous les candidats. Voilà, est-ce que vous partagez ce regard-là? Est-ce que vous considérez que c'est des conditions du temps de parole et de la visibilité médiatique des candidats a été globalement respectée durant cette élection, et ensuite dans un second temps, est-ce que voilà, quel regard vous portez sur ce bilan politique économique d'Erdogan, que Didier Billon a présenté une analyse de ce bilan? Est-ce que vous partagez cette analyse, ou est-ce que vous portez un autre regard sur ce bilan politique économique? Alors, il est incontestable qu'on gagnerait à mieux équilibrer la répartition des temps de parole lors des échéances électorales. Il est vrai que généralement, le candidat sortant dans toute élection est plutôt privilégié dans l'importance qu'il peut avoir dans les médias. Alors, on a eu des critiques, par exemple, faites au président Macron, qui, à l'époque, vous savez, étant le président sortant, bénéficiait pour certains de ses opposants d'un temps de parole plus important. Concernant Erdogan, cette critique peut également être faite, mais c'est vrai que la Turquie gagnerait à permettre à l'opposition d'avoir des temps de parole plus importants et de maintenir un certain équilibre à ce sujet. Là-dessus, c'est incontestable. Il y a une réalité mathématique qui ne peut pas être discutée. Concernant la question économique, les choix économiques des derniers temps du gouvernement de M. Erdogan n'ont pas été des plus heureux, il faut le concéder. On a notamment, outre la faiblesse structurelle de la monnaie, des choix en matière de politique concernant les taux d'intérêt qui se sont basés plus sur des critères idéologiques que sur une véritable prise en compte des intérêts concrets du pays. On a également... À quoi vous attribuez ça, Monsieur Selçuk Demir? Parce que Erdogan, en la matière, a une conception qui est plutôt figée, et quand bien même la monnaie est faible, du point de vue idéologique, et notamment parce que sa base électorale est plutôt de cet avis-là, ses choix vont plutôt sur la baisse des taux d'intérêt plutôt que l'inverse. Alors,
il y a eu également un certain dirigisme en matière économique, notamment concernant les choix de la direction de la Banque centrale turque qui n'ont pas rassuré également les marchés internationaux. Cette instabilité, tout ce dirigisme économique un peu dur, en effet, n'a pas permis à la Turquie dernièrement d'avoir les résultats économiques escomptés, outre bien entendu la conjoncture internationale qui était plutôt difficile, et le fait que la Turquie se trouve dans une région qui est secouée par nombre de conflits qui, comme vous le savez, sont de plus en plus intenses ces derniers temps. Mais en effet, comme le disait très justement M. Douillon, on peut avoir une analyse à court terme sur les 3-4 dernières années qui, en effet, peut nous amener à penser que les Turcs allaient sanctionner Erdogan à ce niveau-là, et puis une analyse un peu plus sur le moyen et le long terme, et constater par exemple que sur les 20 dernières années, le niveau de développement humain en Turquie, ou le pouvoir d'achat des Turcs de façon générale a triplé, et qu'en termes d'infrastructures, qu'en termes d'accès à la santé, à l'éducation, aux besoins les plus essentiels et les plus élémentaires de la vie, on a quand même un progrès sur le moyen et le long terme, en tout cas depuis le début de la présidence Erdogan. Et les Turcs, forcément, ils sont sensibles et gardent dans l'esprit d'où l'on vient et aspirent à ce niveau-là à un peu plus de stabilité. Je pense que au-delà de l'analyse qu'on peut avoir de la situation économique et politique de la Turquie, et notamment des choix du président Erdogan concernant la situation économique et politique, il faut aussi bien évidemment analyser la situation de l'opposition. C'est-à-dire que l'électeur turc, dans sa rationalité, évalue lequel des candidats peut être à même le mieux de représenter le pays et notamment de le diriger. Et quand l'électeur turc a fait son choix il y a maintenant une dizaine de jours et qu'il le fera dimanche prochain, évidemment, il le fera en fonction de ce que propose l'opposition par rapport à ce que propose Erdogan. Et la difficulté... Alors justement, vous pouvez nous toucher un mot, pardon de vous interrompre, parce qu'on a parlé beaucoup d'Erdogan, c'est normal, hein, il y a 2 mandats présidentiels, mais est-ce que vous pouvez nous dire, Selçuk Demir, rapidement, hein, qu'est-ce qui a mobilisé l'électorat de Kılıçdaroğlu, qu'est-ce qu'il propose? Voilà, quels sont les grands thèmes qui ont déterminé le vote en sa faveur? On a une société turque qui est extrêmement polarisée. Et ce depuis maintenant de très nombreuses années, et globalement, on en arrive à une question relativement simple qui a été posée à l'électorat turc, c'est oui ou non à Erdogan. Et on a un champ politique qui a été marqué par cette division-là entre les pros et les anti-Erdogan. Et cette polarisation, qui bien entendu en partie a été provoquée par ce dernier, a bénéficié à Erdogan. Force est de constater que c'est celui qui a principalement initié cette polarisation-là qui aujourd'hui en est le principal bénéficiaire. Et l'opposition est peut-être tombée en quelque sorte dans ce piège du tout ou rien concernant Erdogan, et peut-être justement que l'électorat ne s'est pas retrouvé dans une opposition qui certes était incarnée par un candidat, Kılıçdaroğlu, mais qui était marquée par une coalition hétéroclite entre un parti donc de social-démocratie de gauche kémaliste allié à un parti nationaliste de droite issu d'une scission avec le MHP et qui a une conception de la politique qui est quand même pas forcément la même que celle du CHP, un parti islamiste, le Saadet, qui comporte une aile plutôt dure, donc en même temps que les kémalistes, voilà. Et puis aussi, outre la présence d'anciens lieutenants d'Erdogan, aussi le rapprochement plus ou moins affirmé avec le HDP, donc le parti entre guillemets pro-kurde, qui là encore a une base idéologique, une histoire qui est complètement différente des autres partis et des autres mouvements politiques de cette coalition. C'est très difficile pour l'électeur turc de pouvoir s'y retrouver. C'est tellement hétéroclite, ça va tellement dans tous les sens, que l'électeur turc a pu considérer que cela ne représentait pas suffisamment de gages de stabilité
pour pouvoir réellement diriger le pays dans des conditions saines. Et à force de vouloir rassembler contre Erdogan, je pense que l'opposition a fait cette erreur de ne pas avoir cette lisibilité et ces gages de stabilité qui auraient permis de gagner l'élection présidentielle. Donc Didier Billon, vous confirmez cette Selçuk Demir parlait de polarisation. Justement, j'allais vous demander, mais alors d'une certaine manière, Selçuk Demir a déjà répondu en partie à la question en disant que c'était une polarisation pour ou contre Erdogan. Mais étant donné l'éparpillement ou le caractère hétéroclite des différents programmes et des différentes identités politiques qui a été présenté par Selçuk Demir, est-ce que derrière cette polarisation derrière un homme ou contre un homme, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur la sociologie électorale? Est-ce qu'il existe aussi une polarisation religieuse? Parce que les candidats affichent parfois leur identité religieuse. Erdogan est sunnite, Kılıçdaroğlu est alevi. Est-ce qu'il y a une polarisation ethnique? On parlait de la question des Kurdes. Ou alors est-ce qu'il existe une polarisation sociale du vote turc? Il y a un peu tout cela, évidemment. Moi, je suis d'accord avec Selçuk Demir pour l'essentiel de ses remarques et de son analyse. Il y a une volonté de polarisation de M. Erdogan depuis de nombreuses années. Alors, c'est sunnite contre alevi, turc contre kurde, religieux contre laïque, etc. Je pense, de mon point de vue, que c'est une mauvaise méthode, mais c'est celle qu'il a retenue. Et je pense que l'intuition de M. Erdogan, mais qu'il a eu déjà depuis fort longtemps, c'est de comprendre la sociologie électorale de son pays. Il a compris qu'il y avait en Turquie un noyau central extrêmement important qui était conservateur, qui était profondément religieux. Et il a surfé là-dessus. Alors, je veux dire, on peut lui reprocher, mais il a compris cette sociologie et ça lui apporte profit électoralement. Moi, je rappelle toujours que depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu 14 scrutins électoraux. Celui-ci est le 15e. 14 scrutins électoraux, alors municipaux, législatifs, présidentiels, référendaires, et son parti ou lui-même ont gagné les 14 scrutins électoraux. Alors avec une difficulté en 2015, mais enfin on ne va pas entrer dans les détails. Donc c'est quand même un indicateur qu'il n'y a pas ou peu de phénomènes d'usure. Peu, il y en a un peu, mais peu. Donc tout ça indique que cette polarisation, que je juge regrettable, mais ça a fonctionné. Et surtout, c'est ce que disait Selçuk Demir, c'est que l'électorat, ou une grande partie de son électorat, parce que rappelons quand même que même si M. Kılıçdaroğlu est battu, la différence n'est pas si importante. Elle est réelle, elle sera confirmée ou infirmée dimanche prochain, ça va se jouer à 2, 3, 4, 5%, peut-être un peu plus, mais enfin, on voit bien qu'il y a deux blocs. Ces élections, peut-être aussi, faut-il comprendre qu'elles ont tellement sollicité les électeurs parce que, comme ça a été justement dit, il y avait un caractère quasiment référendaire pour ou contre M. Erdogan. Or, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il apparaît comme un pôle de stabilité. Et donc, je fais un tout petit exemple et une incise. J'étais très intéressé par la nature des votes dans les zones du séisme, au sud-est de la Turquie. Il y a par exemple une ville qui s'appelle Kahramanmaraş qui a été atrocement touchée par le séisme. M. Erdogan a eu 70% des scrutins. D'accord? Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes qui ont été touchés dans leur chair là-bas, qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, qui ont vu leurs habitations détruites. Quand on a fait des sondages sur place ou des enquêtes ou des reportages et qu'on demandait à ces hommes et à ces femmes pour qui allez-vous voter? Eh bien, ils disaient nous allons voter pour Erdogan parce que vu l'ampleur des défis, lui seul est capable de les relever positivement. Alors, c'est compliqué à comprendre pour nous, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors que Kılıçdaroğlu, pour sa part, non seulement, je n'y reviens pas, cela a été très bien dit, il était à la tête, et il est toujours à la tête d'une coalition pour le moins hétéroclite. Et donc, devant l'ampleur des défis politiques, sociaux, économiques, géopolitiques, sûrement une grande partie de l'électorat s'est dit, mais si cette opposition parvient au pouvoir, ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir des forces centrifuges.
Les uns vont dire noir, les autres vont dire blanc, et donc ça a peut-être fait peur à l'électorat, clairement. Alors pour autant, et pour terminer, moi je pense que Monsieur Kılıçdaroğlu, mais pour tous ceux qui travaillent sur la Turquie, on le savait depuis toujours, il est à Lévis. Mais c'est la première fois qu'il l'a dit publiquement, je suis à Lévis et je le revendique. Et quand il a fait cette fameuse vidéo où où il déclare sa qualité d'Alévi, cette vidéo, au passage, je crois il y a eu 116 millions de vues. Donc ça a eu du succès, c'était viral. Ouais. Et je pense qu'au-delà du fait qu'il déclare qu'il est à Lévis, il dit aussi des choses très intéressantes sur sa vision de l'avenir de la Turquie. Il explique, il dit, c'est le moment désormais où toutes les composantes de la société turque, les différentes composantes ethniques, les différentes composantes religieuses, devraient pouvoir se doter d'un projet commun, vivre en harmonie. Donc il a tenté de casser la polarisation qui a été voulue, organisée et assumée par Erdogan. D'accord. Ça n'a pas totalement marché, mais c'était intéressant. Et pour terminer, il faut comprendre qu'il y avait donc deux projets de société totalement antagoniques, deux projets politiques totalement antagoniques. Et donc, au niveau législatif, victoire du camp incarné par M. Erdogan, présidentiel, attendons 4 jours. Alors, on a parlé tout à l'heure rapidement du troisième homme de l'élection, Sinan Ogan, donc leader ultranationaliste, avec un accord donc qui a été reçu par Erdogan récemment et qui a annoncé lui-même un accord de ralliement au second tour et donc autour de 3 points. Donc je cite ses propos: le terrorisme sera combattu, un calendrier sera établi pour renvoyer les réfugiés, et les institutions étatiques turques seront renforcées. Voilà. Donc c'est les 3 points. Combat contre le terrorisme. Alors c'est souvent une expression qui est utilisée pour désigner les organisations militaires kurdes en Turquie. Le deuxième point, donc le renvoi des réfugiés, et alors le renforcement des institutions étatiques turques. Donc je ne sais pas trop à quoi cela renvoie. Alors comment ce ralliement est-il reçu par l'opinion turque elle-même? Est-ce que c'est une constante des élections en Turquie, cette alliance? Et que faut-il penser justement de ce rapprochement d'Erdogan avec l'ultranationalisme turc, qui semble être, mais vous nous le confirmerez, enfin vous le confirmerez à nos auditeurs, qui semble être un peu l'équivalent de l'extrême droite en Turquie. Donc est-ce que c'est le cas ou pas? Voilà. Donc Selçuk Demir. Alors, c'est évidemment plutôt un phénomène nouveau, puisque dans l'histoire de la Turquie, c'est la première fois qu'on assiste à un second tour. Donc c'est la première fois qu'on a cet élément de ballottage favorable ou défavorable et de ralliement d'un des candidats à l'autre pour une échéance présidentielle. Donc c'est un phénomène relativement nouveau. Ce qui est également un phénomène plutôt nouveau, mais qui est bien plus inquiétant, en tout cas c'est ce que je pense pour ma part, c'est qu'on assiste en Turquie en ce moment à une réelle droitisation du débat et à une tendance à l'exaltation du nationalisme qui malheureusement traverse nombre de couches de la société, tant du côté du candidat Erdogan que de l'opposition, et cette course un peu folle au nationalisme et à la droitisation du débat explique aussi l'ampleur du succès de Sinan Ogan, outre des raisons conjoncturelles liées au fait que, en dernière minute, un autre des candidats a dû déclarer forfait pour des raisons d'ailleurs assez obscures. Mais les 5% de Sinan Ogan, c'est aussi en raison justement de cette exaltation récente du nationalisme qui, pour ma part, je trouve, est très inquiétante. Elle est due à quoi? Elle est due, évidemment, principalement au nombre extrêmement important de migrants en Turquie, un peu plus de 4 millions de réfugiés syriens. Alors, il y a les Syriens, il y a aussi des réfugiés afghans, il y a toute une série de personnes qui, au gré notamment des conflits régionaux, choisissent d'aller en Turquie pour s'y réfugier. Et on a peut-être 5 millions, peut-être même un peu plus, parce que c'est difficile de quantifier évidemment
le nombre de migrants en situation irrégulière dans un pays. Et Ce qui fait plus de 5%, ce qui fait plus de 5% de la population, hein, juste pour donner un chiffre. Et cette migration est très récente et évidemment, cela induit des problèmes économiques, sociaux, voire même identitaires en Turquie qui rejaillissent sur le débat. Et on n'a pas attendu en Turquie d'entendre Éric Zemmour pour, par exemple, parler de grands remplacements, que ce soit à droite ou à gauche de l'échiquier politique, et tous les discours, notamment de l'opposition, notamment de Kılıçdaroğlu, concernant la question des migrants, ont été des discours extrêmement durs. Encore récemment, je crois, hier ou avant-hier, Kılıçdaroğlu a indiqué que une de ses premières mesures, une fois élu, serait de raccompagner chez eux les migrants qui sont sur le sol turc. L'idée, c'est de donner des gages à cet électorat qui a plongé vers un nationalisme malheureusement béant, et cela laisse songeur, voire suscite une réelle inquiétude. Y compris chez Erdogan, hein. Donc, puisque un accord a été passé pour le deuxième tour, en cas de victoire d'Erdogan, donc un calendrier sera établi pour envoyer les réfugiés, si on en croit le leader nationaliste. Alors, concernant le positionnement de Sinan Ogan, je ne crois pas réellement que le ralliement de Sinan Ogan pousse Erdogan à changer fondamentalement sa politique vis-à-vis des migrants. Je pense que l'alliance Ogan-Erdogan est plutôt de circonstance et que Ogan a plutôt fait ce choix parce qu'en définitive, il a fait le choix de celui qui va gagner plutôt que de rejoindre celui ou ceux qui vont perdre dimanche prochain. Je pense que c'est plutôt un calcul politique de court terme. En tout cas, c'est mon opinion. Et je ne pense pas que le ralliement de Sinan Ogan changera quoi que ce soit concernant la politique d'Erdogan vis-à-vis des migrants. Par contre, ce qui est relativement inquiétant, et ce qui en tout cas, moi, m'interpelle profondément, ce sont les positions de Kılıçdaroğlu concernant les migrants, qui sont extrêmement dures, et qui sont là encore difficilement lisibles, parce que avoir un discours dans ce sens, quand on incarne ce que nous indiquait M. Billion, à savoir peut-être une autre conception de la société, un peu moins polarisée, un peu plus rassemblateur, un peu qui irait au diapason des différences ethniques et religieuses. Je veux dire, avoir également ce discours-là, ça montre à quel point la société turque, malheureusement, actuellement, est gangrénée par ces débats-là, et cela incite à l'inquiétude, et cela également rend d'autant moins lisible la candidature de Kılıçdaroğlu, qui, d'un côté, a des positions assez dures sur cette question-là, et de l'autre côté, par exemple, continue d'avoir une alliance, fût-elle indirecte, avec le HDP, qui a des positions sur ces questions-là qui ne sont absolument pas les mêmes que celles de Kılıçdaroğlu. Donc là encore, pour ce point-là, ça manque de lisibilité. Très bien. Didier Billon, donc Selçuk Demir parlait d'une droitisation récente de la scène politique turque. Est-ce que quel regard vous portez sur ce qui vient d'être dit? Donc, alors l'inquiétude sur le discours de Kılıçdaroğlu, mais pour le moment, Erdogan étant mieux placé avec la différence de voix, et en cas de victoire, et donc en cas de troisième mandat présidentiel de l'actuel président turc, est-ce que pour vous ce calendrier, cet accord qui a été annoncé par Sinan Ogan, est-ce que pour vous il pourrait être appliqué, notamment sur le renvoi des réfugiés, et aussi le renforcement des institutions étatiques turques? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Ou est-ce que pour vous c'est simplement de l'esbrouf ou de la démagogie électoraliste? Je dirais pas de la démagogie, mais c'est un accord électoral circonstanciel entre deux tours. Je pense qu'il ne sera pas véritablement appliqué dans le sens où il a été signé. C'est triste, c'est pas beau, mais c'est ainsi. Et je partage mais radicalement ce que vient d'expliquer Selçuk Demir. Je suis tout à fait d'accord. Je suis infiniment préoccupé par cette droitisation de la société turque et par le fait que les forces nationalistes, ultranationalistes,
sont en progression. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on trouve un parti nationaliste marqué depuis des décennies en alliance avec M. Erdogan, que dans la coalition un peu hétéroclite dirigée par Kılıçdaroğlu, nous avons un autre parti nationaliste, qui est d'ailleurs issu d'une scission du premier, et que M. Sinan Oğan, lui-même affirmé comme nationaliste, se présentait comme candidat autre. Donc ça fait beaucoup. Et je souligne ça parce que souvent dans les commentaires, on agite le spectre de l'islam politique, de l'islamisme, etc., comme le danger principal en Turquie. Je n'ai jamais été convaincu par ce point de vue, pas du tout. Et d'ailleurs, les résultats là nous le prouvent, c'est que l'islamisme politique, on pourrait dire incarné par l'AKP de M. Erdogan, il est plutôt, non pas, il ne s'est pas affaissé, mais il s'effrite un petit peu, alors que le nationalisme progresse. Et pour moi, c'est un danger beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Et d'une certaine façon, on pourrait même dire, si je voulais manier le paradoxe, que la Turquie, sur cette question précise, elle s'européanise, parce que malheureusement, on voit bien, au sein de l'Union européenne, pour ne pas aller de l'autre côté de l'Atlantique, une droitisation d'une partie des corps électoraux. Rappelons-nous Bolsonaro, rappelons-nous Trump. Et tout ça est très inquiétant pour moi, au nom des valeurs que j'aime et de mes convictions profondes, c'est très inquiétant. Et franchement, j'aimerais insister sur un point, et je ne veux pas paraphraser ce que disait Selçuk-Demir, mais je crois que c'est très important. Monsieur Kılıçdaroğlu s'est présenté lors du premier tour, enfin avant le premier tour, comme un homme d'ouverture, un homme qui voulait justement casser la polarisation. Très bien. On se rappelle qu'un de ses gestes principaux, c'était de faire un petit cœur avec ses doigts à la fin de ses meetings. Donc, je ne dis pas qu'il était sur une ligne peace and love, j'exagérerais, mais c'était un peu ça. Or, aujourd'hui, depuis le premier tour, on voit dans le fond une dénonciation d'une brutalité, d'une violence inouïe à l'encontre des réfugiés, à l'encontre des migrants en Turquie. On constate aussi dans la forme une sorte de raidissement de ses postures, de la façon dont il apparaît, dont il parle, dont il fait ses meetings. Tout ça est quand même très inquiétant, parce que ce ne sont peut-être que des postures électoralistes, mais elles ne sont pas acceptables. Je pense que là, M. Kılıçdaroğlu va à l'opposition de ce qui semblait être ses convictions, et je pense qu'en plus, Kılıçdaroğlu est probablement un homme de conviction. Alors, on est d'accord ou pas avec lui, mais depuis des années, pas seulement dans le cours de la campagne électorale. Et là, on est quand même très étonné de voir les effets pervers, négatifs de cette pression du nationalisme et d'un nationalisme agressif. Parce que quand on parle de nationalisme, on peut parler du patriotisme. Moi, le patriotisme, où qu'il soit, il est respectable. Mais là, c'est un nationalisme belliqueux, anti-étranger, quasiment xénophobe. Et là, on a un vrai défi pour l'avenir de la Turquie, quel que soit le vainqueur de ce deuxième tour. C'est très grave et très préoccupant, je le pense. Alors très rapidement, messieurs, avant de vous poser ma dernière question, je voudrais faire un focus sur le vote de la diaspora turque, donc notamment en France et en Allemagne. En Allemagne, le pays qui regroupe la première diaspora turque en Europe, et derrière la France, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe. Donc d'après les chiffres que nous avons, cette diaspora a voté à 64% pour Erdogan au premier tour. Alors, les Turcs de la diaspora, d'après les informations que vous avez, se sont-ils fortement mobilisés à ce premier tour? Et leur vote sera-t-il décisif ou non au second tour? C'est-à-dire, est-ce qu'on va assister à un scrutin serré au cours de ce deuxième tour? Selçuk-Demir. Alors, est-ce que les Turcs de la diaspora se sont mobilisés? Quand on connaît les conditions de vote, le fait notamment qu'il a fallu pour des centaines de milliers de personnes faire de longs déplacements pour pouvoir voter dans les consulats et pouvoir participer activement à cette échéance électorale, oui, on peut légitimement dire que les Turcs de la diaspora se sont mobilisés, même si les taux de participation sont beaucoup moins importants que les taux de participation en Turquie. Pour cause, on est, je crois, autour de un peu moins de 60% de taux de participation en France, alors qu'on, vous l'aviez indiqué, on est à près de 90% en Turquie, mais les conditions du vote ne sont pas les mêmes. Il faut
se déplacer quelquefois des centaines de kilomètres, donc c'est compliqué. Mais malgré ça, on a quand même une mobilisation relativement importante, et d'ailleurs qui va en grandissant, puisque la participation du second tour sera certainement plus importante concernant les Turcs de la diaspora, notamment en Europe, que lors du premier tour. Alors évidemment, les Turcs de la diaspora européenne sont plutôt pro-Erdogan. Les scores sont plutôt apparents et ne laissent aucun doute concernant le choix majoritaire des Turcs d'Europe. Néanmoins, dans certaines zones, et notamment par exemple dans le sud de la France, on a pu avoir également une mobilisation importante d'électeurs de l'opposition, ce qui montre bien que les choses ne sont pas aussi nettes que ça, et qu'on a également une opposition qui est plutôt présente, y compris en Europe et en Europe occidentale. Très bien. Donc ma dernière question, messieurs, Erdogan aura bientôt 70 ans, hein, et donc comme cela a déjà été rappelé, 20 années au pouvoir, hein, donc de 2003 à 2014 en tant que Premier ministre et de 2014 à aujourd'hui en tant que président. N'est-ce pas finalement l'élection de trop pour Erdogan, d'autant notamment qu'il a des problèmes de santé, hein, on a pu le voir récemment au cours d'une interview publique, et donc est-ce que c'est pas l'élection de trop, et finalement pourquoi n'a-t-il pas formé de successeur? Bon, c'est pas un terme qu'on appréciera forcément dans un contexte démocratique, mais après tout la filiation politique existe aussi, donc pourquoi pas de successeur en 20 années? Est-ce que ce n'est pas là le signe d'un échec politique pour lui, Didier Billon? Non, on ne peut pas parler d'échec politique, mais c'est toujours le propre des hommes d'État, de ceux qui ont marqué l'histoire de leur pays. Je pense que Erdogan fera partie de cela, non seulement par la longévité de son pouvoir qui vient d'être rappelé, mais aussi par l'ensemble des initiatives qu'il a pu prendre, même si, encore une fois, elles ne sont pas toutes positives. La difficulté de ce type d'homme d'État, c'est justement de préparer la succession. Et c'est très rare, alors sauf dans le cas des dynasties républicaines ou royales, là, ne se pose même pas le problème. Mais dans une république qui est régie par un système électoral avec une compétition électorale comme c'est le cas en Turquie, le propre d'un homme qui est un homme probablement de conviction, un homme assez autoritaire, un homme qui a incarné le pouvoir physiquement y compris, c'est très compliqué. J'imagine, je ne suis pas psychologue, mais c'est très compliqué de préparer sa succession. C'est la marque de tous les hommes d'État, d'une difficulté à trouver le bon successeur. Par ailleurs, il y a un aspect beaucoup plus prosaïque, c'est que nombre des compagnons de route de M. Erdogan, du début de l'ascension de l'AKP, de son parti, etc., ont tous été soit mis de côté, ou soit ont décidé de passer à une autre étape de leur vie. Donc ceux qui avaient la carrure d'éventuellement prendre la succession ne sont plus là sur la scène politique. Et c'est vrai, quand on regarde le personnel politique actuel en Turquie, on a du mal à discerner celui qui apparaît comme un potentiel successeur. Donc c'est un vrai problème, parce que une fois que M. Erdogan disparaîtra de la vie politique, alors sur son état de santé, moi je ne fais aucun commentaire, parce que j'entends ça depuis plus de 10 ans, il est très malade, il est très malade. Ouais, enfin, pour un homme qui est si malade que cela, je trouve qu'il fait preuve d'un véritable dynamisme. Sauf que M. Erdogan, il a l'âge de ses artères, il a près de 70 ans, il a une vie dense, très dense, donc il est peut-être plus dans la même forme qu'il y a 10 ou 15 ans, mais ça, on en est tous au même point. Donc je ne sais pas s'il est véritablement malade ou pas, je n'en sais strictement rien, mais enfin il a mené sa campagne électorale, il a mené sa coalition à la victoire au niveau des législatives, donc ce n'est pas la fin de sa carrière. Bon. D'accord. Bon. Mais la difficulté, c'est la suite. Alors là, mais là, on fait de la politique fiction. C'est quand M. Erdogan se retirera de la vie politique, alors pour des raisons biologiques ou autres, est-ce que son parti restera aussi uni? Est-ce qu'il continuera à pouvoir diriger la Turquie? Ça, j'en suis pas certain. C'est le problème de ce type de régime assez autoritaire, mais c'est aussi le problème de l'opposition.
Si elle est capable de créer une alternative, tant mieux pour elle. Mais là, le spectacle qui nous est donné par l'opposition depuis 10 jours ne me rend pas très optimiste pour son avenir. Alors Selçuk Demir, la nature politique n'a-t-elle pas elle aussi horreur du vide, et donc on ne peut pas ne pas se projeter sur l'après Erdogan qui arrivera un jour ou l'autre, et vous parliez tous les deux de cette montée de la droite, de cette droitisation, hein, du spectre politique, et précisément est-ce que ce n'est pas l'inquiétude qui peut être formulée dans le cadre de la question que je posais, est-ce que cette élection n'est pas l'élection de trop pour Erdogan, comment se projeter sur une succession ou sur une alternance crédible pour la Turquie? En tout cas, ce sera vraisemblablement sa dernière échéance électorale. Il l'a annoncé à de maintes reprises, et puis il y a une réalité physique et biologique qui fait que on ne peut pas non plus être éternel. Fut-il Recep Tayyip Erdogan, forcément que un jour ou l'autre, il passera la main d'une manière ou d'une autre. Alors, les 5 prochaines années seront intéressantes à suivre, notamment pour les questions relatives à sa succession. Et évidemment que là-dessus, sauf à faire de la politique fiction quelque peu approximative, il est difficile en l'état actuel des choses de se prononcer. Néanmoins, je pense que la question de la succession d'Erdogan se jouera en partie lors des prochaines échéances, notamment municipales en Turquie, les élections municipales et notamment l'élection du maire d'Istanbul et d'Ankara sont des échéances très importantes en Turquie. Le véritable enjeu de la succession d'Erdogan se fera à ce moment-là, me semble-t-il. Est-ce que l'actuel maire d'Istanbul, qui, vous le savez, est membre de la coalition d'opposition, puisque membre du CHP, du parti de M. Kılıçdaroğlu, aura suffisamment de points permettant un rassemblement autour de lui pour proposer une vraie alternative au prochain candidat qui sortira de l'AK Party, je ne le sais pas. Est-ce que le maire d'Ankara pourra également jouer sa carte à ce niveau-là? Je l'ignore et on l'ignore tous. Par contre, vraisemblablement, la succession d'Erdogan se fera autour de son cercle proche. Ce sera évidemment un candidat du centre droit qui incarne cette même vision ou ce même objectif. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Il y a des noms qui circulent ou pas? Il y a évidemment des noms qui circulent et forcément que les pronostics se font très largement à ce niveau-là. Certains évoquent le fait que le successeur d'Erdogan sera quelqu'un qui lui est tellement proche, qui sera même un membre de sa famille. Enfin, voilà. Mais on pense notamment à un de ses gendres. En tout cas, je pense que la question se fera autour de l'élection municipale. L'élection municipale est véritablement un indicateur très fort en Turquie, notamment l'élection du maire d'Istanbul. Et on pourra à ce moment-là peut-être analyser les choses et on verra ce qu'il en sera. Moi, en tout cas, ce à quoi j'aspire, au-delà de la succession d'Erdogan, et dans la mesure où, très certainement, je l'ai dit, c'est sa dernière échéance électorale et que donc il ne devrait pas se représenter au suffrage des Turcs, c'est que on puisse un peu plus apaiser le débat, peut-être dépolariser les discussions et l'ambiance politique, et avoir un président qui incarne un peu plus la voix de l'union des Turcs, avec un discours un peu moins clivant et des visées peut-être un peu moins portées sur l'élection et sur l'opinion publique, qui vont permettre peut-être de décrisper un peu les choses en Turquie, ou en tout cas de retrouver une sérénité qui, me semble-t-il, bénéficierait à tout le monde. Merci Selçuk Demir. Donc je rappelle que vous êtes avocat et le président de l'Alliance des juristes franco-turcs. Merci également à Didier Billon d'avoir participé avec nous à cet échange. Donc Didier Billon, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS et vous êtes l'auteur du livre La Turquie, un partenaire incontournable aux éditions Erol. C'est la fin de cette émission. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur Mizzen TV. Merci.